peut parler d'une activité qui est très prisée en ce moment. C'est comment travailler convenablement son sol, sa terre. Ouais, c'est comme chaque période de l'année, avant de pouvoir implanter ces nouvelles cultures, on aime bien que sa terre soit un peu meuble, etc. Et j'en parle surtout en ce moment. Pourquoi? Parce que on aborde ici une période vraiment sèche. Il y a déjà il n'a plus depuis 5 semaines. Ouais, j'allais dire plus d'1 mois. 7 semaines. Donc, voilà. Donc ça devient quand même à nouveau inquiétant. Alors que dans le Midi, il y a des gens qui nous suivent dans le Midi, là, ils sont peut-être un peu inondés. Donc voilà, c'est un petit peu... Voilà, c'est chaque fois, bon, on voit que c'est lié au dérèglement climatique et ça devient un souci récurrent, ça revient cycliquement. Donc il y a parfois une année qu'on a plein d'eau et l'année d'après, on a plus de gouttes d'eau. Donc, bon, c'est quand même important de veiller à ce qu'on garde quand même l'eau qui est dans notre sol le plus longtemps possible. Et certaines pratiques de travail du sol peuvent anéantir faire évaporer cette eau si précieuse qu'on aura besoin dans les semaines qui viennent. Alors, bon, les traditions séculaires de nos parents, grands-parents, tout ça, bon, chacun il fait ce qu'il veut, je ne vais pas jeter la pierre, chacun fait ce qu'il veut. Mais avec les connaissances que l'on a en plus, les conditions climatiques qui changent, c'est quand même important de regarder autour de soi et de ne pas répéter, je ne veux pas dire bêtement, mais par habitude, des pratiques qui n'ont plus lieu maintenant, parce qu'on connaît un peu mieux le fonctionnement du sol. Avant, peut-être on se disait, le sol, ça sert à soutenir, à tenir les plantes debout. Et voilà, bon, il y a ce qu'il faut dans le sol pour pousser. Voilà, on ne s'occupe pas trop du sol, on s'occupe des plantes. Mais je crois qu'on se rend compte que la vie du sol est bien plus importante que ce qu'on pense pour la bonne pousse des plantes. Donc, voilà, ces façons traditionnelles, à l'ancienne, bon, ça malmène quand même la vie de nos sols. Et bon, c'est quoi ces anciens trucs-là qu'on faisait? Voilà. Au printemps, on empoigne une bêche, déjà, une bêche. La plus longue possible pour qu'on aille bien profondément. On soulève des grosses mottes qu'on retourne. Donc le bas vers en haut. Voilà. Et alors, on fait ce massacre sur toute sa terre en une fois, parce que tant que cette tâche-là n'est pas faite entièrement, on ne commence pas à planter, parce que ça doit être fait au printemps, il faut que la terre soit prête pour planter. C'était un concours entre voisins. Hein. Ouais. T'as déjà commencé? Non. Tu vas être en retard un peu. Ah ouais. Et alors des belles grosses mottes brillantes. Enfin, on avait des grosses mottes, voilà, ça permettait de... Oh oui, lui a bien travaillé, hein, grosses mottes là. Bon, brillante, ça reste pas longtemps brillant, parce qu'avec le soleil, le vent comme on a maintenant, le vent continental, ça sèche, donc ces mottes brillantes, elles deviennent toutes ternes. Après, je vous dis pas, bon, on fait le concours pour bêcher, mais après, c'est le concours pour casser les boules. Hein. Et en même temps, on se casse les reins avec ça. Donc, voilà. C'est pour dire que, voilà, ce genre de truc-là, je crois que tout le monde, depuis le temps qu'on en parle ici au local, enfin dans notre association et ailleurs, je crois qu'on a compris que, bon, c'est plus vraiment... Pas tout le monde, hein. Parce que hier, j'ai donné un cours en échange et il y a quelqu'un qui vient me dire,
J'ai fini de bêcher. Hein. Ah ouais, ouais. Mais parfois on dit bêcher. Ouais. À la fourche bêche, on peut ouvrir le sol, mais on a encore l'habitude de dire bêcher parce que bon, c'est l'action qu'on faisait, mais on ne retourne peut-être plus. Bon, la grelinette par exemple, c'est un peu différent. On ne retourne plus, mais je vais quand même. Voilà, je vais quand même vous expliquer qu'il y a certains trucs qu'il faut quand même faire attention, même avec la grelinette, parce que quand on a une période sèche comme ça, on peut avoir les mêmes inconvénients que l'on doive casser ces mottes, même si elles ne sont pas retournées. Je vais un peu vous expliquer comment moi je procède. Bon, je ne vais pas dire que c'est la meilleure façon, mais bon, voilà. J'apprends aussi et j'adapte en fonction des conditions qui se présentent. Voilà. Alors, toutes ces mottes-là qui sont les grosses mottes là, que Ignace a vues, voilà, ça sèche au soleil. Toute cette eau, elle est partie. Elle est évaporée dans l'atmosphère. Ça retourne dans le cycle, hein, mais tant qu'il ne pleut pas, voilà, vous êtes là avec une terre asséchée. Alors on faisait ça avant, parce qu'on avait parfois des hivers fort pluvieux. C'était la neige. Alors on faisait même des bouts d'hiver. On faisait des tranchées, et on mettait les terres au-dessus. Comme ça, les terres se ressuyaient plus vite. Il faut se rendre compte maintenant que c'est plus du tout ça que l'on a comme conditions climatiques, que c'est bien différent. Et alors aussi la technique que l'on applique depuis des années, des dizaines d'années, c'est d'améliorer son sol avec des couvertures organiques. On enrichit le sol en humus. Tout ça, tous ces tranchées qu'on faisait, ces baux d'hiver, ça n'a plus d'utilité puisque le sol devient beaucoup plus meuble. Et on n'a pas besoin de faire tous ces travaux de labour, non, il vaut mieux. Donc je crois qu'on a dit assez que par exemple retourner biologiquement parlant, c'est une aberration parce que on a des micro-organismes du sol qui travaillent en surface du sol, d'autres qui ont besoin d'air, et d'autres qui sont un peu plus profondément, qui travaillent sans air, qui n'ont pas besoin d'air parce qu'elles meurent. Et le fait de tout retourner ça, voilà. C'est une connaissance qu'on a apprise il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 20 ans. Mais je crois que tout doucement, ça commence à rentrer dans la tête des gens. Donc c'est une aberration de retourner le sol. Donc dans la nature, ça ne se fait pas. Donc, et tout pousse bien. Donc pourquoi on le fait maintenant? Pourquoi on le ferait encore maintenant? Bon, ça, je crois que quand même beaucoup de personnes ont compris qu'il ne faut plus faire ça. Alors, une autre façon, je dis, est-ce que c'est vraiment utile de préparer entièrement tout son potager, comme ça, tout retourner, ou tout travailler le sol en une fois, en une opération? Bon, déjà, c'est plus fatigant de le faire, mais pourquoi on peut étaler ça? Donc, on peut très bien préparer au fur et à mesure de ce que l'on a besoin comme sol, et de laisser le sol tel quel, tant qu'on n'a pas besoin, laisser la couverture hivernale du sol, laisser peut-être encore quelques choux, quelques engrais verts qu'on a peut-être ensemencés sans sol, et on laisse tout ça en couverture du sol. Ça empêche l'évaporation. Alors, on parlait justement des légumes tardifs. Bon, j'ai parlé des courges, haricots, maïs, les choux tardifs, les pommes de terre tardives, tout ça, tout ce sont des plantes que l'on plantera au cours d'avril, début mai, pour certains. Donc, on a encore bien le temps de préparer son sol au fur et à mesure des besoins. Donc, on préparera le sol que pour les légumes que l'on doit planter maintenant. Donc,
Et aussi, je crois que c'est aussi important, d'une année à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes conditions climatiques. L'année passée, cette période-ci, on avait peut-être le froid, l'humidité. Maintenant, on a, bon, je ne vais pas dire la chaleur, mais on a la sécheresse qui commence, et plus d'humidité, et de vent continental. Ouais, ces conditions-là, ben, je me souviens que mes parents parlaient de ça, et mes grands-parents, ils parlaient que c'était du temps maigre. C'est-à-dire que, bon, il y a le soleil, mais il manque l'humidité, ça ne pousse pas vraiment. Il suffit qu'il y ait juste un peu plus d'humidité et que le vent tourne vers, pour nous, à l'ouest, sud-ouest. On a tous les plantes vont pousser d'un coup. Vous allez voir, si on a le bonheur que le vent tourne et qu'on a un peu d'humidité, vous allez voir qu'est-ce que ça va changer dans la pousse des plantes. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut observer et travailler en fonction des conditions qu'on subit. Hein. C'est pas changer. Hein. Comme Ignace disait, on ne sait pas changer le thermostat, on ne peut pas faire tomber la pluie non plus. Donc il faut s'adapter aux conditions présentes. Donc pour l'instant, je dirais, protégeons nos sols au lieu de les exposer au soleil, au vent, qui va tout pomper l'eau. Donc garder couverture sur ces sols qu'on n'a pas encore besoin. On va juste dégager légèrement la surface que l'on a besoin. On va la travailler, mais je vais un peu expliquer comment moi j'applique ça. Et alors, les conditions du sol, comme l'année passée, lorsqu'on marchait dans le sol, quand c'était fort humide, on laissait des empreintes dans le sol. Donc ça veut dire que s'il faut mettre ses bottes, ben, c'est pas bon. On abîme le sol, c'est pas bon pour nous non plus. Et j'en reviens à ce que Gilbert Cardon nous disait souvent, c'est la technique du chausson, la technique du chausson. Tant qu'on ne sait pas arriver à marcher sur le sol en chausson, donc chausson c'est des pantoufles, hein. Donc quand c'est trop humide, les pantoufles vont prendre l'eau, donc ça va, on ne sera pas bien non plus. C'est pas bon pour le sol, ça ne sera pas bon pour le jardinier non plus. Donc ça c'est un peu l'image. Donc attendre le bon moment pour intervenir sur le sol. Alors, une petite technique que j'applique. Bon, chacun il fait encore ce qu'il veut. Moi, avant de travailler donc un sol qui a besoin peut-être d'être un peu plus travaillé, je dirais par exemple pour les pommes de terre, j'ai constaté que par exemple une pomme de terre pousse beaucoup mieux dans un sol plus meuble que dans un sol compacté. Ben, ce que je fais, la surface que je vais entamer, que je convoite d'utiliser dans l'immédiat, je griffe d'abord le sol avec une griffe. Donc vous voyez un peu les 3 griffes là. Voilà. En surface, vous faites ça, vous émiettez, donc avant que ça ne sèche. Donc même s'il y a une végétation dessus, vous passez là ou une binette pour casser simplement, déraciner les plantes. Vous verrez qu'en dessous, si vous avez encore de la verdure maintenant, ben, ça reste encore plus ou moins humide. C'est la surface qui sèche. Vous griffez ça, donc c'est une profondeur de 6 à 8 cm, pas plus. Pour les pommes de terre, par exemple, vous jugez que ça a besoin d'être un peu plus meuble. Si vous avez une bonne terre, ça ne sera peut-être pas nécessaire. Si ce n'est pas encore le cas, vous passez ensuite la fourche bêche, sans retourner, simplement ouvrir le sol, ou la grelinette. Lorsque vous faites ça, vous créez comme des blocs, plus ou moins. Mais comme elles sont couvertes de cette terre qui a été griffée au-dessus, elle ne va pas sécher au soleil. Ces blocs vont rester plus ou moins enfouis dans le sol et recouverts de cette fine, enfin
3, 5 cm de sol meuble au-dessus. C'est juste la surface qui va sécher un peu, mais ces blocs vont rester plus ou moins tendres. Donc, par la suite, donc tout de suite après, lorsque vous voulez implanter vos pommes de terre, vous passez le croc, le cadre-dents, comme on dit, et vous émiettez un peu plus ce qui est en dessous de cette couche fine. Et là, vous allez avoir un sol meuble qui reste meuble, puisqu'elle n'a pas séché, et vous implantez directement, par exemple, vos pommes de terre en profondeur. Donc voilà. Donc ça, c'est une technique pour garder un maximum d'humidité qui sera disponible pour les plantes. Eh bien, bonjour. Bon, c'est le printemps, enfin, déjà bien entamé. On est au jardin d'Albec. Et ici, c'est dans la parcelle à culture associée. Et donc au cours, j'avais un peu parlé du travail du sol et de faire le travail du sol progressivement. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas toute la parcelle en une fois. On prépare le terrain que pour ceux qu'on a besoin. Donc pour les cultures plus tardives, je dirais les tomates, les courges, les courgettes, le maïs, tout ça c'est plus tard, donc on peut préparer ça à l'aise, je vais dire quelques semaines plus tard. Donc le fait d'essayer de travailler le moins possible le sol, donc ici on peut voir que c'est un peu une parcelle qui est un peu enherbée, donc une partie enherbée. Donc j'ai matérialisé la ligne que je veux utilisée par un cours d'eau. Et on peut voir que voilà, qu'il y a encore des végétations. Donc la végétation, elle protège le sol. Donc ça évite que ça ne dessèche. Il y a quelques semaines, bon, on n'avait pas eu de pluie depuis 6 semaines. Ici, on a eu quelques petites averses. Bon voilà, ça a déjà un peu amélioré la structure, mais c'est pour dire que la couverture du sol protège aussi le sol, ça évite le dessèchement. Bien sûr, lorsqu'on a besoin de la partie à cultiver, ben, il faut un peu dégager les adventices. Donc ici je travaille avec la houe. Donc, superficiellement, donc vraiment pas en profondeur encore. C'est simplement couper la végétation existante à ras du sol. Donc je dégage de chaque côté la ficelle. Bien sûr, cette végétation qu'on enlève ici, elle pourrait très bien servir, une fois qu'elle est un peu fanée, pour couvrir, faire un paillage ailleurs. Donc sur des cultures qui sont déjà en cours de pousse. Donc je pense que ça peut être l'ail, mais là plus loin, on a mis des fèves, des choux hâtifs. Ben, tout ce que je viens d'enlever là, après que c'est un peu fané, on pourrait venir le placer entre ces cultures-là. Donc rien ne quitte la parcelle, tout sert d'engrais. Donc on va un peu écarter ce qu'on a décapé du sol. Et ensuite on va ameublir en fonction de ce qu'on va y mettre. Donc si c'est par exemple une culture, je pense à la pomme de terre, ben la pomme de terre aime bien une terre plus meuble, en profondeur. Si c'est des oignons échalotes, superficiellement. Donc, on voit que encore quelques petits, il suffit simplement.
Ben voilà, donc pour éviter, donc si maintenant on vient travailler avec la fourche bêche, ici, donc je vais faire l'exemple d'ailleurs, donc pour dire que je vais ameublir plus profondément, si on fait ça, on fait des blocs, donc on voit que, voilà, ça fait des blocs. Moi j'évite de faire ça, donc avant de passer à ameublir plus profondément, je préfère passer la griffe. Donc en même temps, on arrache un peu des radicelles des adventices. Et en même temps, on ameublit superficiellement le sol. Donc ça évite d'avoir une formation de blocs. Donc on peut repasser une deuxième fois, un peu plus profondément. On peut même piétiner pour casser un peu les petites boules de terre. Voilà. Donc ici on a ameubli à peu près sur 5 à 8 cm de profondeur. Bon, soit on passe la fourche bêche. Pour des choses qui ont besoin de moins de profondeur, moi je repasse la houe superficiellement comme ça. Pour ameublir un peu plus profondément. Voilà, vous avez déjà une terre assez meuble. Il suffit de passer maintenant le cap-dent, le croc. On casse légèrement les mottes. Voilà, souvent maintenant, on a déjà un lit d'implantation pour les petits semis, pour les échalotes, les oignons, voilà, les semis courants, les betteraves rouges, etc. Si maintenant on veut que ça soit un peu plus profond, voilà, il suffit de repasser avec la fourche bêche. Voilà. On peut voir que lorsqu'on fait ça, on recrée plus ou moins des blocs. Mais c'est couvert par de la terre meuble. Donc ça veut dire que même si on laisse une journée comme ça au soleil, comme maintenant il y a du soleil, et surtout lorsqu'on a un vent sec, ben la terre va sécher. Donc moi je recommande de retravailler directement. Donc, on prépare vraiment le sol au fur et à mesure des besoins. On ne fait pas ça des semaines à l'avance. Voilà, et en faisant comme ça, on arrive à avoir une terre meuble, même en une certaine profondeur, en fonction des besoins des légumes. Voilà, comme ici, ben, ça serait déjà bon par exemple pour mettre des pommes de terre. Alors l'avantage de ce système, parce que lorsqu'on passe par exemple un motoculteur avec des fraises, on mélange tout, donc c'est déjà pas bon pour le sol. Et en plus on ramène des mauvaises herbes, des graines de mauvaises herbes en surface. Ça veut dire qu'il y aura d'abord une levée de mauvaises herbes. Si vous faites déjà votre semis, ben vous risquez d'avoir pas mal de mauvaises herbes dans vos semis. En faisant comme ça, on garde plus ou moins les couches telles quelles
Donc les graines de mauvaises herbes, bon, elles ont germé puisqu'on vient d'enlever les adventices. Et ici, on aura beaucoup moins de levée de mauvaises herbes puisque voilà, on n'a pas bouleversé les terres. Donc les graines de mauvaises herbes restent présentes, mais dans le sous-sol. Et tant qu'il n'y a pas de lumière, ben voilà, ça ne va pas vraiment pousser. Et en plus, les autres légumes vont venir couvrir. Donc on va être à l'abri aussi de cette levée de mauvaises herbes dans les cultures. Ben voilà, ça c'est un peu ma façon de préparer le sol. Et je fais ça de plus en plus. Donc bien sûr, lorsqu'on a des très grandes surfaces, on peut encore envisager le motoculteur, mais on sait qu'on perturbe la vie du sol, on perturbe la vie des vers de terre et qu'on aura des mauvaises herbes par la suite. Donc dans des petits jardins, je crois qu'on pourrait très bien se passer de bêchage et de passer motoculteur. En faisant un peu à la fois, on arrive aussi à préparer le sol et préparer au fur et à mesure de nos besoins. Ben voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Alors, pour un peu comparer la Terre, comment on pourrait la... C'est un peu comparer ça à une éponge. Donc la Terre, c'est une énorme éponge. Bien que le sol, en apparence, a l'air d'être compact, ben, il y a plein d'interstices, des petits canaux, des galeries, voilà. J'en ai déjà parlé ici les mois précédents, du travail des vers de terre, hein, de 3 sortes de vers de terre, je ne vais pas revenir là-dessus. Regardez un peu le cours qu'on a dit. Ben, tous ces canaux ben, sont d'origine soit des vers de terre, des racines des plantes, vivantes ou mortes, les filaments des champignons aussi. Ils font des fins filaments comme ça à travers le sol. Il y a les résidus organiques. Mais il y a aussi par la constitution même du sol. Donc un sol par ici c'est peut-être un peu plus argileux, mais on a les sables, les limons, les argiles, les graviers. Bon, on ne parle pas des graviers pour faire du béton, mais des petites pirailles là, rondes là, dans certains sols. Ben, tout ça, ça crée des petits espaces entre chaque élément, donc, entre chaque grain de sable. Donc, les sables plus grossiers, ben, voilà, les espaces seront plus grands. Ben, tout ça, ce sont des canaux. On appelle ça le réseau capillaire du sol. Et ça a plusieurs fonctions. En hiver, lorsqu'il pleut, donc ici, cet hiver passé, on a eu pas mal d'eau pendant plusieurs mois. Eh ben, l'eau a pu percoler à travers tous ces interstices. Et au plus que la terre est riche en éléments organiques, en humus, ben voilà, ça se stocke, même, ouais, et ça laisse passer, ça stocke aussi au niveau des couches arables. Hein, donc on fait un peu sa réserve d'eau. Quand vraiment il y a l'excédent d'eau, ça descend de plus en plus bas. Donc sol peut-être de plus en plus compact, mais toujours présent avec ces canaux. Et ça peut aller jusqu'à la nappe phréatique où l'eau se stocke et peut même rejoindre la mer, ou bien soit qu'on arrive à les repomper pour faire de l'eau potable. Donc tout ça, voilà, c'est un peu un processus naturel qui se fait. Ces canaux fonctionnent aussi dans l'autre sens. Donc comme maintenant, à partir du printemps, été, et jusqu'à fin d'été, début d'automne, eh ben, ces canaux font remonter l'eau qui a été stockée en profondeur dans le sol. Donc souvent, lorsqu'on se dit, tiens, il manque de l'eau, on va arroser par au-dessus. Donc, ça paraît logique, hein. Mais alors, on ne tient pas compte de toute cette eau qui est là dans le sous-sol
Et si on a bien travaillé, ben, ça permet de stocker beaucoup plus de cette eau-là sans l'avoir perdue au printemps par des travaux du sol qui n'est plus de notre temps et qu'il faut vraiment réaliser autrement. Donc je crois que l'image de l'éponge, c'est vraiment une illustration parfaite. Donc elle retient l'eau, quand on la presse, elle redonne son eau. Quand il y a trop d'eau, on la met, elle prend l'eau. Voilà, c'est vraiment, la terre, c'est vraiment ça. C'est le processus, et en plus, il y a les éléments nutritifs qui sont bien sûr dans le sol. Donc à nous d'agir pour éviter que cette fuite d'eau continue vers l'atmosphère ne se fasse plus aussi aisément. Voilà. J'ai effacé toute empreinte. Donc lorsqu'on piétine, on passe dans le jardin, on piétine pour faire ses travaux, pour planter, pour faire. On piétine le sol, on écrase le sol. Au plus que les canaux sont étroits, écrasés, au plus que l'eau elle arrive à remonter. Donc, par exemple, un sol sablonneux avec de gros grains de sable, l'eau a difficile à remonter parce que les interstices sont trop larges. Donc, dans un sol sablonneux, souvent l'eau elle descend dans les nappes phréatiques et a de la misère à remonter. Dans les sols argileux, les interstices sont beaucoup plus fins et ces canaux, je veux dire, il y a une pression capillaire qui se fait, que l'eau arrive à remonter par... Elle adhère, je veux dire, aux éléments pour remonter vers le haut du sol. Donc, lorsqu'on a piétiné et qu'on laisse le sol tel quel, qu'est-ce qu'on constate? Hein, tu l'as dit tout à l'heure, ça devient comme du béton. Ah ben ça, c'est parce que toute l'eau qui était... ça commence par 10 cm, puis c'est 20 cm, puis c'est 30 cm. Cette eau s'évapore dans l'atmosphère, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, comme maintenant, pendant que je vous parle, ben, les sols qui ont été piétinés, ah ben, l'eau s'évapore dans l'atmosphère, et c'est toute l'eau perdue que l'on n'aura plus dans le sol. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est casser ce réseau capillaire en surface. Donc, dès qu'on casse, donc on passe la griffe, ben voilà, ce réseau capillaire est cassé, il y a plus d'air entre les molécules de terre et l'eau n'arrive plus à passer par ces fins réseaux capillaires et s'évaporer, donc ça reste disponible pour les plantes au niveau du sol. Voilà, il fait très sec. Donc déjà depuis 5 bonnes semaines qu'il n'a plu ici. Donc ça devient un peu... Donc la terre se dessèche très fort et plus ou moins ici où ça a été piétiné, on peut voir qu'il y a des crevasses qui se font, donc on aurait dû travailler le sol plus tôt. Oui, il y a un peu des crevasses là. Voilà, ça c'est signe d'une terre argileuse bien sûr, mais si on avait travaillé un peu le sol à la binette, voilà, on garderait l'humidité sous terre et la terre resterait plus ou moins meuble en surface, même si elle sèche rien qu'en surface, ça n'est pas grave. Alors, plus qu'on agit profondément, un bêchage, tout ça, ben, on casse ce réseau capillaire beaucoup plus bas. C'est-à-dire que le réseau capillaire, l'eau qui pourrait remonter, n'arrive plus aussi haut au niveau des racines des plantes. Donc, si on fait un fer de bêche, ben,
la semelle, elle est là, ben, l'eau, elle s'arrête là, en attendant que ce réseau capillaire se reconstitue. Heureusement que la nature fait ça pour nous. Donc, ne fût-ce que par une bonne pluie, ben voilà, la terre se tasse, donc les éléments se resserrent et le réseau capillaire est à nouveau amorcé. Ou bien simplement par le propre poids de la terre. Donc ça se tasse légèrement, un peu à la fois, et le réseau capillaire se remet. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est chaque fois casser ce réseau capillaire en surface, soit par un binage, soit par une couverture du sol. Déjà, les plantes, par elles-mêmes, du fait qu'elles, par leurs feuilles, elles couvrent plus ou moins le sol. Ben, ça fait déjà une protection par rapport au vent, par rapport au soleil direct. Mais dès que vous voyez que votre sol commence à... On peut voir ça, ça commence à croûter, on voit qu'il y a des fissures dans le sol. Ben, ça veut dire que, voilà, que l'argile se rétracte, que l'eau est partie. Et voilà, ça, donc il y a déjà une perte d'eau à ce moment-là. Donc, ne jamais laisser trop longtemps le sol à nu. Donc j'ai parlé des plantes qui sont cultivées, le paillis qu'on peut apporter entre les plantes adultes. Il y a juste que lors d'un semis de légumes, ça c'est un peu plus compliqué. Si on veut semer dans un paillis, on a le problème, c'est que il y aura un peu concurrence, ou s'il y a d'autres plantes à côté, il y aura concurrence entre le semis qu'on aura réalisé et il y aura aussi l'installation de limaces qui peuvent se faire dans la couverture du sol. C'est peut-être le seul moment où on doit écarter un peu le paillis pour pouvoir semer, pour que notre semis réussisse. Les engrais verts et les adventices, donc c'est les mauvaises herbes, eux aussi consomment de l'eau. Comment faire pour qu'on puisse garder cette verdure tout en garder une couverture, tout en n'ayant pas trop de perte d'eau, parce que ces végétations-là ont besoin d'eau aussi, ben c'est de les faucher régulièrement. Donc une plante qui est plus importante a besoin beaucoup plus d'eau et cherche à grandir. Si chaque fois vous la fauchez, vous la gardez petite, donc sa consommation d'eau elle sera moins importante. La rosée matinale qui se produit sur ces feuilles, donc entre ces cultures, compensera en grande partie l'eau évaporée, prélevée par la plante plutôt. Donc, les rosées matinales créent une ambiance humide aussi pour les plantes cultivées à côté. Mais il n'y a pas de rosée en ce moment. Non, en ce moment non. Non, voilà. Donc ça c'est... Voilà, parce qu'il n'y a pas d'humidité dans l'air, c'est l'air continental. Voilà. Donc, on peut aussi biner cet engrais vert ou ces adventices qui sont là, binés, hacher sur place et l'incorporer au 1er centimètre du sol. Tout ça autour des plantes cultivées. Ben, là aussi, l'humidité sera restituée comme nourriture aussi à la terre. D'ailleurs, c'est une des bases de la méthode de culture associée de Gertrude Frank. J'en ai déjà parlé aussi, avec le semis d'épinards et tout ça. Vous vous en souvenez, bon, je crois que j'en ai parlé en début d'année 2023. Voilà, je continue au jardin d'Albec à faire ça. Bon, l'année passée, ça a été très compliqué parce que c'était beaucoup trop humide. J'ai même presque pas eu le temps de semer des épinards, une partie seulement, et après, voilà, ça c'était un peu compliqué. Donc, voilà, je pense que c'est aussi un principe, c'est de garder une couverture du sol, ce que Gertrude Frank préconisait aussi.
Alors, un dernier chapitre, la course vers l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, sûrement des reportages à la télévision. On voit apparaître des bassins de rétention d'eau pour les agriculteurs. On appelle ça les bassines, les bassines à ciel ouvert. Donc le principe, c'était de récolter l'eau qui est en abondance l'hiver, l'eau surtout par ruissellement. Et ça permettait de remplir ces bassines et dire que, ben voilà, cette eau, au lieu d'être dans le sol, c'est sa place. On la récolte et alors on peut généreusement arroser pendant qu'il fait chaud pour cultiver du maïs, du sol, des cultures qui ont besoin pas mal d'eau. Alors le principe c'était ça. Lorsqu'on a des hivers un peu moins humides, ben, l'eau de ruissellement il y en a moins. Donc certains agriculteurs disent bon, je vais faire mon stock quand même, donc je vais aller pomper de l'eau, des nappes phréatiques, et remplir mes bassins. Donc en fait c'est s'accaparer de l'eau qui est publique et de l'eau privée pour soi. Donc c'est au détriment de l'alimentation en eau pour les habitants. Donc ça déstabilise complètement les réserves d'eau naturelle du sol. Et alors, ben ouais, on favorise l'accaparation d'eau et on continue à faire le gaspillage, donc on continue à labourer comme on faisait avant, perte d'eau. Donc on pourrait très bien faire des semis comment on appelle ça, les fermiers commencent à faire ça des semis. Non, c'est semé en sol couvert. Donc on fait des sillons dans les sols et on arrive à implanter certaines cultures. Donc là, c'est des gens qui ont réfléchi, tandis que ceux qui font les bassines, ben là, c'est vraiment pour dire, je continue à faire comme avant. Et je m'accapare l'eau, qui est commun à tout le monde. Mais je ne sais pas si je peux préciser un petit truc. Oui, vas-y. J'ai eu une conférence. plus fort. Ouais, j'ai eu une conférence vendredi avec le professeur Aurore Degré qui travaille en hydrologie, donc sur la régénération des sols. On voit que le principal blocage, en fait, c'était pas les méthodes perpétuées par des agriculteurs, parce qu'on a souvent des agriculteurs qui trouvent que les gens pointent un peu trop souvent du doigt les pratiques utilisées, mais plutôt les chaînes d'incitation à la mise en pratique de cultures favorables à l'environnement. Le lobbying aujourd'hui, si on regarde les cultures, pour des chaînes biologiques, on divise en général le rendement de culture, parce qu'on a de l'utilisation d'engrais organiques qui coûtent plus cher, ou bien de paillis naturels qui coûtent beaucoup plus cher, tandis que quand on fait ces pompages d'eau et l'utilisation d'intrants chimiques, en fait le rendement est maximum parce qu'on regarde le sol comme un support, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais on est en train tout doucement de changer un petit peu petit à petit les politiques d'incitation, mais ça prend beaucoup de temps et peut-être un peu trop de temps par rapport aux conséquences qu'on est en train de vivre actuellement. C'est un blocage qu'on a, mais c'est beaucoup la vision à court terme. À court terme, oui. Parce que les études scientifiques prouvent ça depuis tellement d'années, mais c'est en fait quelque part aussi les politiques d'incitation qui sont vraiment... Voilà, il faut le résultat immédiat, le rendement. Même si ça détruit les terres, ben c'est rien. On va défricher là-bas en Amazonie, on va cultiver là-bas, on n'est pas ici. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des politiques Mercosur, des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, chez nous, actuellement, on est en train d'appauvrir les sols de façon considérable, et là-bas aussi. Et là-bas aussi. Et là-bas aussi. Et donc c'est encore des politiques d'anciens temps où en fait on voit on n'a pas changé nos... Alors que l'Afrique... Ce que nous on parle souvent, c'est la vie du sol, la vie qu'il y a dans le sol. Je crois qu'il y en a pas mal qui s'en foutent pas mal, du moment que ça rapporte, c'est tout. Il y a des endroits comme dans le sud de l'Angola où il y a la saison sèche qui est très importante et la saison des pluies qui est importante aussi. Il y a vraiment deux saisons. Et par contre, eux, ils font depuis des millénaires des bassines, mais qui ne se remplissent pas par le pompage, qui se remplissent par la saison des pluies. Eux font des bassines
pour justement collecter C'est tout peut-être ça. pour éviter que l'eau ne s'en aille vers la mer. Oui, exactement. On a Et eux, des ils réserves collectent- d'eau douce. Et eux, ils ont des grandes bassines qui, eux, vont collecter de l'eau douce en prévision de la saison sèche. Ce qui fait que tu peux voir dans le sud de l'Angola des pirogues à côté des maisons. Et pendant la saison sèche, enfin moi personnellement, je ne comprenais pas pourquoi ils puissent avoir des pirogues. Mais quand la saison des pluies est arrivée, j'ai tout de suite compris, ils sont inondés de partout d'eau. Et justement, il y a ces bassines et ces circuits. Il y a des canaux un peu partout. Les Portugais avaient fait pour l'agriculture plein de petits canaux, tu sais, qui levaient, qui descendaient, avec des cuves qui remplissaient toute En la fait, c'est irrigation pour la... Enfin, c'est un peu l'inverse Ouais, par de ce rapport qu'on fait, des bassines qu'on fait. mais voilà, C'est juste ce qui s'applique là-bas ne s'applique oui, pas oui, forcément tout à partout. fait, ouais, c'est Donc, pour ça que... c'est ce que j'ai dit, il faut un Ouais. peu observer les conditions Oui, climatiques oui, que l'on a oui. pour l'instant. Donc pour l'instant, on a du temps sec, Sec. et soleillé, air continental, donc on a intérêt à préserver, à garder l'eau dans nos sols. Mais on a toujours intérêt à garder de l'eau dans le sol. Sauf quand on a vraiment, je veux dire, une saison vraiment fort humide, comme l'année passée, ben là on avait intérêt à dépailler, enlever pour faire sécher. Mais tout ça, allez, c'est de la logique. Le jardinier qui a un peu d'expérience, il s'en rend compte de tout ça. Donc il applique en fonction des conditions ils font face. Voilà. Quand il y a de l'eau prévue, Comment? il n'y a pas de pluie. Non, ça ne rien. Non. Ben oui, et on parle d'un vortex là qui est au-dessus du pôle Nord et qui d'habitude brasse circuler énormément. Il n'y a plus de circulation, Oui, tout est voilà. bloqué. Les anticyclones et les dépressions se déplacent normalement régulièrement Mais là, à cette ça période-ci. Et ici, non, le vortex est déjà un peu, c'est rétracté plus tôt que prévu. Du coup, c'est du temps plus stable qui reste. Donc ça veut dire que chez nous, c'est du temps sec. Peut-être qu'en Espagne, on a de l'eau. Dans le sud, ils ont Voilà. de l'eau, là, Donc, c'était et ça, on gris, ils n'avait sont à pas ça 5-6 avant. degrés la semaine dernière. Voilà, tout ça, il faut à s'adapter. Marseille. Belgique. C'est ça. Bon, voilà, allez, Il va marcher en plus. il y a une morale. C'est un avantage. On va s'adapter. Hein. Il est là On Il y aura s'adapte. de tourisme en Belgique. Alors elle me dit, tu viens en vacances dans le sud? Je dis ouais, bah, j'ai Voilà, rejoint, bon je suis pas appétit. bien.